Salam alaikum. Dites, je continue ma série historique. La dernière fois, j'ai fait le XVIIe siècle, et donc aujourd'hui, j'en arrive au XVIIIe siècle. Je m'excuse, j'ai eu quelques petits problèmes pour m'adapter à la nouvelle version. Ils ont compliqué. C'est plus facile quand c'est simple, quoi. Tu appuies sur Start et ça marche, quoi. Donc là, j'ai mis un peu de temps. Alors, la dernière fois qui n'était pas plus tard qu'hier, je vous ai parlé du XVIIe siècle. Je vous ai parlé de la dynastie des Mouradites qui s'est terminée de manière, comment dirait-on, il y a eu un massacre de toute la famille, de toute la dynastie, parce que ordre aurait été donné d'Istanbul pour en terminer avec cette famille des Mouradites. Et donc on a tué tous les princes, même l'enfant de 4 ans, parce qu'il fallait en finir avec cette dynastie des Mouradites de Mourad III, qui était tout jeune, qui était agressif, qui voulait aller conquérir Alger. Donc il était en guerre avec Alger. Et si vous pouvez retenir ce côté de en guerre contre Alger, parce que ce n'est pas assez développé dans l'histoire, mais je crois qu'on a eu beaucoup de conflits avec Alger et c'est pas toujours très très clair. On comprend pas toujours les motivations et je crois que l'histoire fait un peu un blackout sur l'histoire tunisienne en tout cas, fait un blackout sur cette histoire de la relation entre Tunis, Alger et Constantine, mais c'est quand même important. Donc ce 16e siècle, ce 17e siècle, pardon, se termine dans l'horreur et il débute avec le nouveau régent qui est Hussein, Hussein qui devient le nouveau bey de Tunis et qui était donc je vous disais que la famille des Mouradites avait été tuée sur ordre de Constantinople et l'exécutant c'était Ibrahim Sherif qui était l'agacan de Mourad III et au cours d'une bataille, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, Ibrahim Sherif va être emprisonné et donc il n'est plus le chef de la milice et c'est donc son adjoint qui s'appelle Hussein qui va prendre le pouvoir et qui va fonder ou créer une nouvelle dynastie. Hussein, qu'on appelle donc le bey Hussein Ier, devient en 1705 le nouveau bey de Tunis, de la nouvelle régence. Alors, il prend le pouvoir dans un contexte difficile, d'abord avec la guerre avec Alger, et en plus, la peste ravage le pays, la grande peste ravage la Tunisie de l'époque, où l'on compte pas moins de 40 000 morts à Tunis par jour, dit-on. Bon, tout ça, faut préciser ça dans l'écrit. Mais si le siècle débute mal, malgré tout, c'est un début de siècle assez prospère, puisque Tunis reçoit une vague de migrants. D'abord, les Maurices continuent à venir, donc les réfugiés d'Espagne, mais aussi de nombreux Méditerranéens, des Marocains. Donc il y a une diversité, il y a les Maranes qui viennent de Livourne, donc c'est un lieu de migration. Alors je vous ai dit que il y a ce côté relation de guerre avec Alger, et l'histoire n'est pas assez claire sur toutes ces batailles. On ne sait pas très bien est-ce que ce sont des conquêtes, est-ce que ce sont des rivalités pro-turques ou pas, est-ce que est-ce que c'est des conflits au niveau des pouvoirs de Tunis. Bon, peu importe. Il se passe, c'est que certains désaccords aboutissent à la bataille de Sminja en 1735, où Hussein Bey est vaincu. Oui, je devais vous dire aussi que Hussein Bey, quand il prend le pouvoir, il fait très attention à la milice turque. Il craint beaucoup les janissaires, parce que d'ailleurs lui-même est issu des janissaires, mais les janissaires sont capables de prendre le pouvoir. La preuve, c'est que lui sort des janissaires. Donc lui-même est un janissaire qui a pris le pouvoir en 1705 et il a vu ce qui est arrivé avec Mourad III, avec la dynastie des Dey, et donc il se méfie beaucoup de ces janissaires turcs, des milices turques. Et donc, c'est peut-être lié aussi au conflit avec Alger. On sait que Alger et Tripoli sont pro-turcs. Et Tunis reste quand même, elle essaye d'être indépendante. Et on va constater que tous les beys vont contribuer à tunisifier le pays, à essayer toujours d'être indépendant. Mais bon, ça, je verrai ça plus tard. Donc, en 1735, il y a une bataille qui oppose bataille de Sminja, qui est gagnée par les Algériens.
Et donc, comme il s'appelle, Hussein Ier se réfugie à Kérouan, et là, il est arrêté, emprisonné et mis à mort. Donc, il y a plusieurs batailles à Tunis, 1705, 1735, 1740, il y en a encore en 1794. Donc ces conflits avec Alger devraient être clarifiés. Alors, à nouveau en 1755, le pacha d'Alger associé au dey de Constantine, le dey de Constantine qui s'appelle Hussein Zargayoun, menace Tunis. Il pille Tunis, il rançonne Tunis. Et à ce moment-là, nous avons les deux enfants de Ali et Rachid. Donc Rachid, qui est le souverain, il est obligé de se réfugier au Bardo. Il subit les attaques de la milice turque et il risque vraiment d'être vaincu à ce moment-là. Et il est sauvé grâce aux caïds de Djerba et aux caïds de Sfax, qui sont ramenés par son frère Ali. Et donc Ali arrive à sauver la dynastie de Mohammed Bey. Et donc Mohammed Rachid Bey, qui va régner jusqu'en de 1756 à 1659. Et ensuite, son frère prend la relève pour quelque temps. Alors Rachid, ce souverain Rachid, il est connu pour être un poète et il est connu à Tunis comme l'auteur de la Rachidia. La Rachidia, donc c'est un groupe musical et effectivement Rachid était un mélomane. Il aimait la musique, donc c'est un souverain assez raffiné, cultivé dans toute cette dynastie des Beys. Et donc quelque part au XXe siècle, on va essayer de rendre hommage au souverain Rachid parce que il est à l'origine du Malouf. Du Malouf, c'est cette protection de la musique ancienne, peut-être andalouse, peut-être musulmane. Bon, je connais pas très bien la question. En tout cas, il a beaucoup contribué à cette protection cette préservation de la musique. Alors, les Dey Husseinites, qui vont régner donc de 1705 à 1957, c'est une histoire de 19 régents et qui vont terminer avec la fin avec l'avènement de la République, donc la fin de la dynastie. Et alors au début, ces beys introduisent quand même des méthodes de gestion différentes. Ils tunisifient le pays, même s'ils ont des origines étrangères. Ils prennent leur distance par rapport à l'Empire ottoman. Ils essayent d'être autonomes. Ils se battent contre Alger et contre Tripoli, toujours. Donc c'est constante, c'est une constante que l'on voit dans les faits, même si ça peut déplaire à certains propagandistes de l'histoire. Il est important d'identifier ces faits de bataille et de se poser la question, mais pourquoi y a-t-il eu des batailles entre Tunis et Alger? Est-ce que c'était les mêmes pouvoirs? Est-ce que c'était quoi? Est-ce que c'était des enjeux par rapport à Constantinople ou pas? Enfin, moi-même, je n'ai pas assez lu, cette période pour pouvoir apporter une vérité historique, mais les faits sont là, les batailles sont là, et je veux dire que ce conflit entre Alger et Tunis va aller loin, parce qu'il va aller jusqu'à la colonisation française. Au moment où la France va coloniser l'Algérie, pardon, le jour où la France va conquérir l'Algérie, eh bien la Tunisie, elle va être neutre avec son petit jeu pour essayer de récupérer l'oranais et le constantinois. Donc, et elle va donc se mettre en conflit avec Constantinople. Mais bon, ça, on verra ça plus tard. Donc, vous voyez que ces conflits avec Alger sont très, très anciens. Et au moment où les Français sont à Alger, eh bien, les Tunisois, dirait-on, refusent de se mettre du côté des Algériens, alors que Constantinople appelle à la solidarité des musulmans contre les Français. Mais le bey Hussein, je crois que de 1830, ne va pas prendre le parti d'Alger ou le parti de la Turquie, de la porte de l'Empire ottoman.
Au contraire, et on a failli avoir une guerre avec les Ottomans. Mais bon, ça, on verra ça plus tard. Alors, les beys de Tunis, donc les beys husseinites, ont tunisifié la Tunisie. Ils ont aussi amené des méthodes de gestion différentes, nouvelles. Il y a eu par exemple les fameux caïds, c'est-à-dire une autorité locale, un pouvoir local, et on va nommer les Djelouli à Sfax, les Ayeshi au Cap-Bon, les Sebei du côté de Sousse, et les Ben Ayed à Djerba. Donc c'est une tradition des caïds locaux. Et alors le caïd local de Djerba, en 1838, a dû faire face à Ibn Jloud. Ibn Jloud qui, 1838, refusait la mainmise de l'Ottoman sur Djerba. Donc il y a toujours ce souci indépendantiste, autonomiste de Djerba qui est une réalité historique. Et en 1738, ils veulent pas c'est pas les Hafsides cette fois-ci, mais ce sont les Husseinites ottomans, ils n'en veulent pas. Et le bey de l'époque rappelle à la violence des Hilaliens, des nomades, et un certain soldat qui s'appelle Ben Ayed envahit l'île et tue Ibn Jloud. Alors, bien avant cet événement, je vous disais qu'en 1738, Ibn Jloud avait fait crever toutes les barques à fond plat pour empêcher les Husseinites, dirait-on, de débarquer dans l'île aussi facilement. Et donc, c'était une procédure de défense. Donc, Ben Ayed, Ghassem Ben Ayed, donc l'ancêtre, qui était un soldat hilalien au service du pouvoir husseynite, prend Djerba, tue Ibn Jloud et prend le pouvoir et il devient caïd. Alors, les caïds husseinites vont se comporter à la fois comme des gouverneurs et celui de Djerba se comporte aussi en tant que propriétaire terrien. C'est-à-dire qu'il fait du commerce, il fait de la politique, il fait de la sécurité, il fait de la justice. Donc il confond un peu toutes les fonctions et il va créer une nouvelle dynastie qui est reliée au pouvoir de Tunis. Bon, je reviendrai plus tard sur cette histoire des caïds. Alors, si on revient à Tunis, donc 1756, 1755, Tunis vit les menaces d'Alger, ils sont sur le camp, ils sont obligés de payer une rançon. Le bey Mohamed Rachid est sauvé grâce au soutien de ces caïds qui sont venus de Sfax, qui sont venus de Djerba. Et 1756, donc, on arrive à évacuer les Algériens qui campaient sur Tunis avec l'échange d'une grosse rançon et d'une indemnisation et d'un impôt, mais pourvu qu'ils ne rentrent pas dans la ville. Alors, nous avons aussi d'autres conflits à ce moment-là avec la France, et ça concernait le Tabarka, ça concernait comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, le corail, la société de corail, et donc on a eu des expéditions de représailles, et on est au bord de la guerre en 1769. Pourquoi? Parce que nous avions des prisonniers entre guillemets chrétiens, et parmi eux les Corses. Et donc, dans les accords avec le royaume de France, on libérait les Français, mais on ne libérait pas les Corses. Donc c'est un épisode dont je vous ai parlé, et en fait il se passe en 1769, et en conséquence, il y a une opération, on parle de guerre, mais je ne sais pas si c'est réellement une guerre, parce que ce sont juste quelques bombardements qu'il y a eu sur Sfax, et puis finalement les Tunisois reviennent dans l'accord et ils trouvent un accord avec la France de l'époque. Donc c'est dur de parler de guerre. Je sais que les documents parlent de guerre, mais je crois que c'est un peu fort. C'est juste un désaccord par rapport à l'entretien des Corses, mais peut-être que j'en sais pas assez non plus. Hein. Bon, ça aussi c'est toujours fait pour stimuler la recherche. C'est un peu le but d'ailleurs de ce travail que je fais. Hassilo, en 1770, il y a une guerre franco-tunisienne, qui n'est pas réellement une guerre, c'est juste une expédition. Alors voilà, comment est-ce qu'on termine le siècle?
On termine, bon, à la suite des frères Ali et Rachid et Ali Pacha, succède Hamouda Pacha, qui sera un grand souverain. C'est la fin du XVIIe siècle. Un événement important, c'est la crise de Tripoli qui se passe en 1794. Et là encore, ce sont des troupes qui sont venues d'Alger et qui essayent d'accaparer Djerba pour la relier à Tripoli. Et ça cause de nouveaux problèmes où le souverain Tunis est obligé d'envoyer des renforts. Mais ça, je ferai une page spéciale sur la crise tripolitaine parce que quelque part, c'est le moment d'une rupture et d'une indépendance quelque part de la Tripolitaine et de la Libye qui a des ambitions propres, qui ne respecte pas certains règlements que Tunis respecte, règlements internationaux. Donc il y a une évolution qui est un peu différente et qui va entrer en guerre et contre les Américains. Oui, il y a eu une guerre entre la Libye et l'Amérique. Mais bon, c'est pour ça que je pense que c'est mieux que je fasse une page à part pour vous parler du sud de la Tunisie, de Djerba et de la crise tripolitaine, de ses conséquences, avant d'aborder le 19e siècle. 19e siècle extrêmement riche en informations, parce que plus on avance dans le temps et plus on a des connaissances. Et donc, le 19e siècle fera part probablement de plusieurs pages, parce qu'il y a plusieurs pages intéressantes. Voilà, j'arrête la phase d'aujourd'hui. Je vous dis peut-être à demain. Allez, ciao, ciao.